Voilà, donc je vais vous parler des presses bilasiques et on va un peu récapituler un sujet qui est un peu compliqué et on va essayer de faire simple. Donc, quelle stratégie avons-nous aujourd'hui pour traiter la presbytie? On peut soit agir sur le cristallin pour lui redonner sa mobilité, soit faire de la monovision en hémétropisant l'œil dominant et en myopisant l'œil dominé pour la vision de près. La monovision peut être plus ou moins importante et on parle de micro-monovision quand il y a un écart d'à peu près 0,50, une demi-dioptrie entre les deux yeux. Alors, pour déterminer l'œil directeur, c'est pas toujours facile. Vous avez plusieurs méthodes que vous voyez ici. Voilà, je ne sais pas celle que vous utilisez, et la méthode du brouillage. Alors, vous pouvez traiter la presbytie en induisant une pseudo-accommodation oculaire. Vous voyez ici certains systèmes, par exemple l'effet sténopéique à gauche, extension de la profondeur de focalisation. Vous entendez de plus en plus parler des implants EDOF, Extended Depth of Focalization, EDOF. Ensuite, les implants réfractifs, aussi bien de cristallin ou en insert cornéen, réfractif. La multifocalité réfractive, comme vous voyez aussi en rouge avec l'implant M+, de chez Topcon, où il y a une espèce de foyer inférieur, et une multifocalité diffractive qui a un peu remplacé les implants réfractifs parce que c'est moins sensible au décentrement, et on va voir si on peut l'utiliser avec le laser. Alors, l'extension de profondeur de champ, comme en photographie, vous voyez que ici l'image est en dehors de la profondeur de champ, et elle est donc floue. Et quand elle est en dehors de cette depth of focus, DOF, l'image est floue. Et regardez ici, quand l'image est dans la DOF, l'image n'est pas parfaitement nette, mais elle est de bonne qualité et de qualité acceptable. Alors, pour un œil hémétrope presbyte, vous voyez ici l'image qui est floue, entourée à droite en noir. Et quand la profondeur de champ est augmentée, vous voyez ici à droite dans le rond que l'image peut devenir nette. Vous avez donc augmenté la tolérance au flou de l'œil en étendant la profondeur de champ. Donc, étendre la profondeur de champ, c'est mieux que du bifocal où on a deux foyers séparés. On a donc une multitude de petits foyers sur la rétine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser avec le laser excimer? Étant donné que le laser ne fait que ablater, vous ne pouvez pas faire de la multifocalité diffractive parce que le laser n'est pas capable de donner des si petites marches et elle serait gommée par l'épithélium. Vous pouvez faire que du réfractif, comme des implants réfractifs, c'est-à-dire changement de courbure, et augmenter la profondeur de focalisation comme on vient de voir, ou utiliser la monovision et coupler éventuellement tout ça les uns avec les autres. Alors, avec le laser excimer, qu'est-ce qu'on peut faire? On va agir sur la cornée. En LASIK, et on verra qu'en PKR, ça marche aussi, parce que les ablations ne sont pas énormes et l'épithélium ne gomme pas l'effet. Alors, avant, il va falloir quand même décrire la cornée pour comprendre ce que l'on fait. Donc, la formule de la cornée, vous l'avez ici, il y a deux éléments. Le rayon de courbure, donc R, on a mis 0 parce que c'est Z égale 0, Y égale 0, donc c'est l'apex cornéen, qui est donc le rayon du cercle approchant au mieux l'ellipse de la cornée, qui est représentée par une ellipse. Si vous la représentez comme une sphère, vous ne trouvez pas la surface noire. Et le facteur Q, qui est le facteur d'aspéricité qui décrit comment cette ellipse s'éloigne de ce cercle. Et à l'aide de ces deux éléments, on va pouvoir tout décrire. Donc, le facteur Q, vous voyez qu'il est représenté par cette valeur 1 moins A sur B au carré. A, c'est donc le rayon vertical de l'ellipse en bleu, et B, c'est le rayon horizontal de l'ellipse en rouge pointillé. Donc, quand A égale B, c'est un cercle, et donc Q est égal à 0, et on retrouve, si on mettait Q égale 0 dans la formule, on retrouve la formule du cercle. Là, c'est un peu plus compliqué. Quand A est plus petit que B, on dit que l'ellipse est prolate, et quand A est plus grand que B, oblate, et quand A est plus grand que B, on dit que l'ellipse est prolate. Alors là, vous retrouvez des mots que vous avez entendus, la prolatisation de la cornée. Alors, pour récapituler, voilà une ellipse oblate, voilà le cercle, quand A égale B, Q égale 0, et l'ellipse oblate. Donc, on a attribué une valeur de Q en fonction de prolate ou oblate des noms qu'on a donnés. Donc, pour retenir, prolate, c'est relever les bords, et oblate, c'est baisser les bords. Ça, c'est un petit moyen mnémotechnique parce que souvent, on mélange. Alors, on peut aussi voir en matière de courbure,
au point rouge, c'est le rayon R0, et on voit que le rayon de courbure augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'apex cornéen. Et donc là, on est dans un cas de prolatisation. Et quand le rayon de courbure diminue quand on s'éloigne du point rouge du R0, là, on a une ellipse oblate. Une cornée moyenne, vous voyez le rayon de courbure moyen, et le facteur Q moyen, il n'a pas d'unité, il est de moins 0,27 dans les études. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a modifié la forme de la cornée sur le trajet des rayons lumineux? On voit ici que quand on modifie le rayon de courbure à l'apex, R0, vous voyez qu'en pointillé, le dioptre grossit. Donc, voilà agrandi. Et on va regarder les valeurs extrêmes. Pour une kératométrie reliée au rayon, on va le voir. De 45,5, on a cette forme. Et pour une kératométrie plus plate, on a cette forme. Donc, on va les mettre les deux à côté. Et vous voyez que là, c'est donc la dilatation du dioptre quand vous modifiez le rayon de courbure à l'apex. Bon, ça, c'est assez facile. Qu'est-ce qui se passe sur le trajet des rayons quand vous modifiez le rayon de courbure? Ça aussi, vous le savez, quand vous faites de la myopie ou de l'hypermétropie, vous avancez ou vous reculez les rayons. On va le faire comme ceci, au ralenti, avec les valeurs de kératométrie que vous voyez en haut qui défilent. Donc, modifier le rayon de courbure modifie la convergence de tous les rayons. Bon, ça c'est assez facile. Alors, vous savez qu'il y a une relation entre la puissance kératométrique en dioptrie et le rayon de courbure en millimètres. Et quand vous traitez une myopie, vous augmentez le rayon de courbure, vous avez aplati la cornée, et donc vous reculez le rayon, vous diminuez la puissance optique. Et pour l'hypermétropie, c'est l'inverse. Vous êtes obligé de cambrer la cornée, de diminuer le rayon de courbure central pour augmenter la puissance de la cornée. Avec cette formule, vous savez que sur les topographes, il y a un modèle simplifié de la cornée qui est assimilé à un dioptre. C'est pour ça que l'indice de réfraction kératométrique est différent de l'indice de la cornée qui est de 1,36. Alors maintenant, c'est plus compliqué pour le facteur Q. Et là, regardez bien, vous voyez que le rayon, le cercle en pointillé rouge ne bouge pas. Voilà ce qui se passe quand vous modifiez Q. Vous modifiez les bords du dioptre uniquement. Et après, on va voir ce que ça fait sur les rayons lumineux. Donc, voilà le facteur Q qui défile. Donc, vous voyez, il passe de 0 à moins 1. Et en fait, voilà ce qui se passe sur la cornée. On va regarder les cas extrêmes pour un Q proche de 0 et pour un Q négatif. On va les mettre les deux à côté. Vous voyez ce qui se passe et vous voyez qu'en pointillé, le cercle rouge n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous modifiez les bords du dioptre? Vous allez changer la convergence des rayons centraux par rapport aux rayons périphériques. Et vous voyez que le foyer paraaxial qui est à gauche, avec le point de convergence bleu ne bouge pas, c'est uniquement les rayons périphériques qui changent. Donc là, ce n'est pas une construction avec des traits qu'on a fait sur PowerPoint, c'est un petit logiciel externe où c'est programmé et qui nous donne exactement la construction des rayons à peu près réels. Donc, on va voir, comme tout à l'heure, tout doucement, les valeurs de Q que vous voyez en haut qui se négativent et ce qui se passe au niveau des rayons. Voilà. Donc, modifier Q va donc agir sur l'aberration sphérique, puisque vous voyez que la convergence des rayons périphériques et des rayons centraux ne se fait pas au même endroit. Et on va regarder ça plus en détail. Voilà. Regardez à gauche la modification du rayon et à droite la modification du facteur Q. Et des rayons de courbure. Et maintenant, regardez ce qui se passe au niveau des rayons lumineux. Quand vous agissez sur le rayon de courbure, vous voyez que tous les rayons bougent en même temps. Et à droite, c'est quand même plus élaboré comme résultat. Alors, en ce qui concerne l'aberration sphérique, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau des rayons lumineux et du signe de l'aberration sphérique. Pour un œil parfait qui n'existe pas, ça serait comme ceci. Mais en fait, un œil est toujours aberrant et il y a l'arrivée des rayons sur la rétine comme ceci, ça s'appelle des aberrations. Et donc, l'aberration sphérique consiste en l'infinité de foyers à cet endroit-là. Et on va pouvoir définir un foyer para-axial. Para-axial, c'est les rayons qui viennent du centre, autour de l'axe visuel, para-axial. Et un foyer marginal qui correspond aux rayons qui viennent de la périphérie de la cornée, des marges de la cornée, les plus éloignés de l'axe optique. Et on peut donc définir l'aberration sphérique, qui est l'écart entre ces deux foyers. C'est ça l'aberration sphérique.
Et vous pouvez donc définir ce qu'on avait appris au tout début de nos études, la tâche de moindre confusion ou la tâche de moindre diffusion, qui est le meilleur foyer. Et en fonction de la position relative des rayons du foyer paraaxial et du foyer marginal, vous pouvez définir une aberration sphérique négative ou une aberration sphérique positive. Donc voilà au niveau de l'œil. Par exemple, regardez à gauche, supposons que vous ayez traité une myopie, vous avez aplati la cornée au centre, les rayons bleus arrivent sur la rétine, mais vous n'avez pas modifié les rayons périphériques, forcément, sinon vous n'auriez fait que rétrécir la cornée. Ce que vous voyez, c'est un changement de courbure entre le centre et la périphérie. Et voilà pourquoi les myopes forts, dans les anciens lasers, se plaignaient de halo ou d'images fantômes, d'éblouissement, parce qu'ils avaient de l'aberration sphérique positive. Ça, c'est le mauvais côté de l'aberration sphérique. On va voir à droite l'intérêt de l'aberration sphérique négative quand les rayons paracentraux convergent devant les rayons marginaux. Donc, on va voir la relation entre le facteur Q et l'aberration sphérique. Je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, vous avez la sphéricité en haut et l'aberration sphérique en bas. On va s'arrêter sur quelques valeurs. Quand Q égale 0, on a vu que la cornée était un cercle, mais l'aberration sphérique n'est pas nulle. Elle est positive, puisque quand vous avez un cercle, vous avez en 3D, la cornée est une sphère, et donc vous avez une aberration de sphéricité, ce qu'on ne veut pas avoir. Donc, Q égale 0, ce n'est pas aberration sphérique nulle, c'est aberration sphérique positive. On va regarder ce cas ici. Voilà l'aberration que l'on obtient avec un Q égal à 0. Maintenant, on va regarder une autre valeur. Ici, quand l'aberration sphérique est nulle. Quelle est la valeur de Q quand l'aberration sphérique est nulle? On va regarder. En fait, c'est le moment où les rayons, vous avez vu lors du passage, le moment où tous les rayons sont au même endroit. Et ça dépend uniquement de l'indice des milieux de réfraction. C'est mathématique, puisque ce facteur est un facteur de forme de la cornée, c'est un facteur mathématique. Et on voit donc bien que c'est pour Q égale moins 0,53 que vous n'aurez pas d'aberration sphérique. Et je vous rappelle les valeurs moyennes de tout à l'heure. Q égale moins 0,27, ça se situe ici, une cornée moyenne. Et donc, un Q de moins 0,27 sur une cornée moyenne donne une aberration sphérique de plus 0,27 microns. L'aberration sphérique se donne en unité en microns. Et donc, on peut en tracer une courbe qui est ici. Alors, quelles sont les propriétés de l'aberration sphérique? Vous voyez que l'image de l'arbre, avec les rayons bleus, rouges et verts, il se superpose sur l'image rétinienne. Donc, on a une image qui n'est pas parfaitement nette et qui est la superposition de toutes les images. Et le problème, comme on vient de dire, le problème négatif, c'est la vision de halo, image fantôme, éblouissement. Mais si vous regardez à gauche, quand il n'y a pas d'aberration sphérique, en mettant en pointillé noir vertical l'image au meilleur foyer, à gauche, c'est facile. À droite, le meilleur foyer, on l'a vu, c'était la tâche de moins de confusion. On voit que l'image est de meilleure qualité à gauche. Par contre, si on se défocalise, vous voyez que le trait noir vertical n'est plus sur le foyer à gauche, il est décalé vers la gauche, et on a décalé sur l'image de droite de la même quantité. Et bien on voit qu'à gauche, l'image est floue, et à droite, la qualité se maintient. Donc c'est ça qu'on va pouvoir utiliser dans le traitement de la presbytie. Donc regardez ici, c'est la même chose, tout récapitulé. À gauche, en bas à gauche, quand l'image est au meilleur foyer, elle est bien nette. Dès qu'on se défocalise un peu, en l'absence d'aberration sphérique, l'image devient floue. Par contre, à droite, en présence d'aberration sphérique, la qualité de l'image se maintient dès qu'on se défocalise. Donc, l'aberration sphérique étant bien la DOF, la profondeur de champ. Maintenant, en ce qui concerne la chirurgie de la presbytie, vous voyez ici que l'image dans le rond noir à droite est floue. Si vous étendez, regardez, la profondeur de focalisation, l'image devient nette dans le petit rond noir. Alors, on va étudier maintenant ce qui se passe avec la pupille. Donc, on a vu ce qui se passe avec l'aberration sphérique, on va voir ce qui se passe avec la pupille. Donc, supposons que votre pupille est en mydriase et que vous mettiez dans les deux cas d'aberration sphérique positive en haut et négative en bas, vous mettez le meilleur foyer sur la rétine. C'est un postulat. Et on va regarder ce qui se passe. On voit que quand la pupille passe en myosis, vous voyez les coupes des iris, vous voyez que vous avez filtré les rayons périphériques. Eh bien, filtrer les rayons périphériques va décaler le meilleur foyer, parce que vous n'avez plus rayons périphériques, rayons intermédiaires et rayons centraux. Donc ce filtrage va décaler le meilleur foyer en myosis. Voilà un zoom. Donc vous voyez que le meilleur foyer est au milieu de l'aberration sphérique qui est la flèche rouge. Donc le myosis va entraîner une hypermétropie en cas d'aberration sphérique positive
et une petite myopie en cas d'aberration sphérique négative. Et c'est ça qu'on va utiliser dans la chirurgie de la presbytie, le presbyte conserve son réflexe de myosis, son réflexe de convergence, il a juste perdu l'accommodation. Et donc, en myosis, en bas à droite, avec une aberration sphérique négative, vous voyez qu'on passe en myopie, et c'est ce qu'on cherche pour avoir une vision de près. Et donc, la courbe que l'on a vue tout à l'heure avec, en ordonnée, l'aberration sphérique, en verticale, et en abscisse, la sphéricité, le facteur d'asphérisité, le facteur Q, vous retrouvez les noms qu'on avait donnés à nos cercles d'ellipse, oblate, prolate ou hyperbole. On va retrouver ici que avec une aberration sphérique négative, il va falloir se situer en dessous de la valeur où il n'y a pas d'aberration sphérique, en dessous d'une valeur de Q de moins 0,53. Voilà pourquoi vous entendez toujours parler de Q-1, parce que Q égale moins 0,53, aberration sphérique nulle. On veut de l'aberration sphérique, donc il va falloir aller en bas à gauche dans le cercle noir, dans le sens d'une prolatisation de la cornée. Alors comment on étudie l'aberration sphérique? L'aberration s'étudie par un abéromètre. Aberration, abéromètre. Attention, le facteur Q, qui est un facteur de forme de la cornée, s'étudie avec un topographe. Vous étudiez la forme de la cornée par un topographe, et c'est le topographe qui vous donne le facteur Q. Le facteur Q engendre des aberrations. L'aberration sphérique qui nous intéresse est analysée par un abéromètre. L'abéromètre envoie un front d'onde. Donc si l'œil était parfait, le front d'onde qui rentre dans l'œil plan sortirait plan. Mais en fait, il y a des aberrations. Voilà comment ressort le front d'onde. Et la différence entre les deux s'appelle l'aberration de front d'onde. Donc les cartes de front d'onde que vous voyez, c'est la différence entre un front parfait et le front d'onde de l'œil. Et par convention, vous voyez ici qu'on a donné des signes négatifs quand c'est en retard, etc. Et attention, certaines machines, comme le Z-Wave, qu'on utilise avec les lasers Teneo de chez Bosch et Lomb, ont une convention de signes opposés. C'est comme ça. Alors, ce front d'onde est trop, en haut à gauche, est trop compliqué à analyser comme ça. Donc, il y a une formule mathématique qui le décompose. Vous avez tous entendu parler de cette pyramide en bas à droite, la pyramide de Zernike, qui représente donc plusieurs choses. Vous avez par exemple ici le flou, le défocus, c'est-à-dire myopie, hypermétropie. Vous avez ici la déformation, l'astigmatisme. Vous avez ici une vision double, et là, les halos, l'aberration sphérique. C'est ça qui va nous intéresser, parce que ça, vous ne pouvez pas l'étudier, cette aberration sphérique, vous ne pouvez pas la mesurer autrement qu'avec un abéromètre et avec la décomposition du front d'onde suivant le mathématicien M. Zernike. Donc, vous allez retrouver les polynômes de bas degré, au centre, le défocus, myopie, hypermétropie, de part et d'autre, les astigmatismes. Donc ça, c'est ce que vous corrigez avec les lunettes. Par contre, les polynômes de haut degré avec l'aberration sphérique au milieu, vous ne pouvez l'avoir que ici. Donc, on a donné des noms. Z pour Zernike, 2 parce que c'est la ligne 2, colonne 0. Voilà pourquoi le défocus, myopie, hypermétropie, s'appelle le Z20 ou Z200. Et voilà pourquoi l'aberration sphérique, qui est située en quatrième ligne, toujours verticale 0, Z40 ou Z400. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez aussi une autre possibilité de compter, qui est celle-ci, dans l'ordre de descente, et le Z2 devient le C4, et le Z4 devient le C12. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a des lasers qui l'affichent. Vous avez par exemple le laser Wavelight d'Alcon, qui affiche les polynômes de Zernike, et vous pouvez les modifier. Alors c'est vrai que pour pouvoir modifier quelque chose sur un laser, il faut déjà avoir bien compris à quoi ça correspond. Alors chez l'homme, on sait que l'aberration sphérique double de 20 à 70 ans. On sait qu'il y a une relation, vous savez tous que quand la pupille se dilate, il y a plus de halo, donc c'est parce que l'aberration sphérique augmente. Et lors d'une accommodation, à gauche, sans être opéré, chez une étude chez des jeunes, l'étude de Chang qui est très connue, on voit que l'aberration sphérique devient négative lors de l'accommodation. Donc votre cristallin, quand il accommode, non seulement il met au point, mais il négative l'aberration sphérique, c'est très important. Et à droite, on a vu que c'était le cristallin et pas la cornée qui négativait l'aberration sphérique. Alors, votre laser excimer, qu'est-ce que vous allez faire? On a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire de diffraction avec la longueur d'onde du laser et avec la cornée telle qu'elle est et l'épithélium qui va vous gommer des marges trop petites. Vous ne pouvez faire ce qui s'appelle que de la réfraction.
Réfraction, c'est quoi? C'est changement de rayon de courbure. Cet implant M+, à droite, multifocalité réfractive, c'est des changements de courbure. Vous entendez tous parler des nouveaux implants de la profondeur de Edoff, c'est ce qu'on utilise quand on fait de la multifocalité avec extension de profondeur de champ. Et la monovision, vous pouvez le faire aussi bien en implant qu'en réfractive avec le laser, ça vous le savez. Alors, on va rappeler ce qu'on a dit depuis le début. Modifier le rayon, donc vous modifiez la convergence, le rayon de courbure à l'apex, vous modifiez la convergence des rayons, et modifier le facteur Q, c'est-à-dire les bords de la cornée, vous modifiez l'espace entre les rayons qui viennent du centre et les rayons qui viennent de la périphérie. Donc c'est là qu'on va comprendre enfin ce qui se passe, ce qu'on vous propose dans les lasers. Vous avez soit une modification réfractive à gauche que vous voyez qui a double rayon de courbure, le petit téton central arrondi qui permet cette convergence des rayons, et le reste de la cornée que vous n'avez pas modifié qui permet ceci. Et là, vous voyez convergence des rayons centraux devant les rayons périphériques, aberration sphérique négative, alors que quand vous modifiez Q dans l'ensemble, vous modifiez toute la cornée dans son ensemble. Quand certains font ce qui s'appelle le Q-1 avec certains lasers, on ne fait pas de zone réfractive, on modifie toute la cornée dans son ensemble. Et on va donc pouvoir comparer les différents softs des différents lasers avec le supracorps qui existe sur le laser Teneo dont vous a parlé Fatih tout à l'heure, où il y a donc des zones différenciées avec la vision de loin au niveau du bombement, la vision de près, pardon, au niveau du bombement de la vision centrale, de la cornée, de la partie centrale de la cornée, et la vision périphérique sur les bords. On va le revoir en détail, ça. Vous avez le Presbymax de Schwind qui utilise la même technologie avec traitement sur le rayon, mais également sur le facteur Q. Le LBV de Zeiss et le F4 d'Alcon, l'Allegretto ou le X500 d'Alcon, qui utilisent uniquement le facteur Q. Et là, pour programmer ces lasers, il n'y a aucune aide comme le supracorps où quasiment il vous suffit d'appuyer sur la pédale en ayant choisi une cible. Faire de la presbytie avec ces lasers, il faut quand même avoir compris beaucoup de choses pour se lancer dans du Q-1, parce qu'il ne suffit pas de taper du Q-1 pour modifier la cornée, parce que ça va retentir sur le meilleur foyer. Et donc, vous avez tous entendu parler du shift hypermétropique. Faire du Q-1 sur une cornée entraîne un shift hypermétropique qu'il va falloir compenser. Donc, tant que personne n'aura proposé un logiciel cohérent, tout le monde a peur d'en faire. Alors, voilà, en comparaison, les 4 cas dont je vous ai parlé, le Custom Q, Custom qui veut dire que vous pouvez choisir, donc vous choisissez votre changement de Q. Le Presbeyond, c'est le logiciel du laser Zeiss. Alors ça, c'est une boîte noire. Il vous fait une correction complète sur l'œil dominant et une myopie sur l'œil dominé avec augmentation de profondeur de champ. Le supracorps, on va le voir plus en détail, qui est plus intéressant, et le Presbymac qui ressemble au supracorps. Donc, vous avez d'un côté les traitements asphériques, Custom Q et Presbeyond avec myopisation en plus, et supracorps et Presbymax, et toutes les études montrent que la qualité optique est meilleure avec ce type de traitement. Et la restitution de la plage de pseudo-accommodation dans les multizones est d'à peu près 2,50, alors qu'elle est plus basse avec les traitements asphériques. Alors, on va se concentrer sur le traitement supracorps, puisque je sais qu'ici, vous avez à disposition ce genre de laser. Et pendant 20 ans, puisque vous avez sûrement entendu parler des traitements de Chobard à Nice, des traitements de Genacia, des traitements de Telandro qui faisaient de la vision de loin au centre, tout a été essayé. Et on sait aujourd'hui, parce que ça fait quand même 20 ans maintenant, ça passe, que la configuration la plus efficace est celle avec vision de près centrée. Pour ceux qui font de la contactologie, vous savez que ça marche très bien, les lentilles multifocales à vision de près au centre. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne le supracorps, en rouge, vous voyez le petit bombement central, c'est du réfractif, on a changé le rayon de courbure, et en bleu, alors, si le patient était métrope et voulait faire que de la presbytie, vous ne traitez qu'en rouge. Si votre patient est myope ou hypermétrope, vous traitez bleu et rouge. Et myopie, c'est un peu plus compliqué. Et donc, vous voyez que vous avez plusieurs foyers en réfractif, puisque vous avez changé les rayons de courbure. Est-ce que c'est clair, ça? Et donc, vous retrouvez ce qu'on a vu tout à l'heure, que quand les rayons centraux convergent devant les rayons périphériques, vous avez une aberration sphérique négative. Donc le supracorps qui ne travaille pas
en facteur Q, qui ne travaille pas engendre quand même une aberration sphérique négative. Et on a vu que lors du myosis, c'était préférentiel, ça entraînait une petite myopie. Et là, on comprend bien que lors du myosis, vous allez passer par la partie centrale rouge, et on comprend bien comment ça fonctionne. On va le voir, voilà la forme de la cornée post-op supracorps. Et vous voyez que ce petite pastille centrale bleue, qui est sur la zone des 3 mm, avec un maximum à l'apex, est au centre, et la vision intermédiaire est assurée par la périphérie. Donc, qu'est-ce qui se passe en mydriase? Regardez, bon, la mydriase, vous l'avez vu, regardez la coupe avec l'iris. Vous avez les rayons centraux qu'on a vus tout à l'heure, intermédiaires et périphériques. Regardez si je ferme la pupille. Vous voyez que les rayons périphériques sont coupés par le myosis, et donc ça va modifier le meilleur foyer dans le sens d'une myopie. Donc vous avez tout avec le supracorps. Vous avez, j'ai exagéré le bombement central, pour que, lors du myosis, quand le patient met de la lumière pour regarder son document, sa pupille se contracte et il passe par une zone qui est plus cambrée, donc déjà qui myopise, et l'aberration sphérique négative va dans le sens d'une myopie. Voilà comment ça marche. Alors, bien entendu, si votre patient a une pupille trop petite, il va passer tout le temps par le foyer central et dès qu'il y aura du soleil, il va devenir myope. Et avec des lunettes de soleil, il verra mieux de loin. Et inversement, si le patient n'a pas sa pupille qui se ferme parce qu'il est dans un restaurant avec lumière tamisée, il ne verra pas la carte. Donc, vous lui dites de prendre son téléphone pour éclairer sa carte et ça marche. Alors, on va regarder le traitement le plus simple, c'est le supracorps de l'hémétrope. Alors, ça fait peur, on ne commence pas par un supracorps chez l'hémétrope, parce qu'il voit très bien de loin, l'hémétrope. Seulement, n'oubliez pas qu'il ne voit rien de près. Dès que ça rentre dans la zone des 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, 50 cm, il ne voit rien. Donc, il n'est pas si normal que ça, l'hémétrope. Il ne faut pas en avoir si peur. Que fait le traitement laser? Ça, c'est le profil laser. Alors, un laser, ne sachant qu'ablater, comme un coiffeur, il coupe les cheveux. S'il veut égaliser, il doit couper à côté. Il ne peut pas tirer pour rallonger. Et le laser, c'est pareil. Quand on fait un petit téton central, ce n'est pas une thermokératoplastie qui cambrerait les fibres collagènes. C'est parce que vous ablatez autour, un peu comme un traitement hypermétropique, c'est parce que vous ablatez autour que vous avez un téton central. C'est bien compris, ça? Donc voilà le profil laser. Il ne creuse pas au centre. Vous voyez, 0 micron d'ablation. Et très vite, il remonte. Ce qui est horizontal, c'est neutre. Un traitement horizontal par un traitement laser est neutre. Et après, il reprend la zone de transition. Donc, la zone centrale, c'est elle qui permet l'addition. Vous pouvez programmer mild ou régular, soit une addition de 1,7, soit une addition de 2,50. Et voilà les critères d'inclusion du laboratoire, puisque maintenant, depuis 2011, c'est marqué CE pour le supracorps hypermétropique, et depuis 2014, le supracorps myopique qui marche très bien également. Alors, un homogramme, pourquoi? Vous savez bien qu'il y a toujours des effets biomécaniques. Quand vous modifiez une cornée, elle va réagir comme un morceau de plastique. Voilà pourquoi des nomogrammes. Et donc, pour l'hypermétropie, vous n'avez pas à vous en occuper. Les 70% ou du 117% pour la myopie, c'est intégré dans le logiciel du laser, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi un exemple, même si vous n'avez rien à faire, pour comprendre ce qui se passe, quand vous programmez un +3 en supracorps régular, vous voulez corriger +3 de loin, plus de 50 de près, régular, addition de 50, le laser va vous laisser, après avoir fait le +3, parce que c'est séquentiel, il va vous laisser 0,96 d'hypermétropie, parce que le traitement qu'il applique après de supracorps, le petit bombement central, va entraîner une petite myopie. Donc c'est compensé par cette hypermétropie. Vous suivez? Si vous avez une personne qui a plus 0,96 dioptrie d'hypermétropie de loin, vous lui faites qu'un supracorps hémétrope. Quand je dis supracorps hémétrope, c'est-à-dire un supracorps sans traitement d'amétropie par le laser. Donc, il faut comprendre également pourquoi ça peut marcher très bien en PKR. Vous voyez que les ablations pour un mild, c'est 6 microns. En régular, c'est 10 microns. Donc, ça mange très peu de cornée. Donc, voilà pourquoi, avec des capots de 90 au femtoseconde, vous pouvez attaquer des hémétropes avec des cornées même normales, bien entendu, comme on vient de le voir,
à 490, 500. Vous pouvez le faire en PKR, parce qu'avec ces valeurs d'ablation, votre épithélium ne va pas. Vous savez que dans le kératocone, l'épithélium gomme un peu le bombement, mais avec des valeurs comme ça, il n'y a pas de compensation épithéliale. Donc même en PKR, ça marche. Ah, voilà. Pardon, je vais revenir en arrière. Et donc là, vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas accès à l'écran. Donc, on va tirer sur une plaque un supracorps A0, un supracorps hémétrope. Vous voyez qu'il ne tire pas au centre. Et c'est parce qu'il creuse un sillon autour qu'en lasique, si c'est en lasique, quand vous reposez votre capot, ben forcément, le capot va bomber au centre parce qu'il n'y a pas eu d'ablation. Donc, ce n'est pas l'apex de la cornée qui est monté, c'est autour que c'est descendu. Alors, ce qui peut vous rassurer aussi, on dit souvent c'est irréversible le traitement de la presbytie, ça fait peur. Si vous fournissez leurs scans, les examens d'abérométrie et de topographie pré- et post-op, le labo peut vous fournir un traitement qui va gommer le petit téton central. C'est rassurant. Parce qu'un traitement abéroguidé sur une petite zone, il est possible que l'abéromètre ne voit pas parfaitement la petite zone. Donc ça, c'est très rassurant. Donc le laboratoire vous a laissé une chance de revenir en arrière. Alors, j'ai bientôt fini. Quels sont les instruments de diagnostic? Vous reconnaissez l'ORBSCAN, le topographe à gauche. Donc, je vous rappelle que sur l'ORBSCAN, vous pouvez voir le facteur Q. Bon, c'est vrai qu'il faut faire défiler 2 ou 3 fenêtres. Et que sur la machine qui s'appelle le Pentacam, le topographe Pentacam, il vous affiche le facteur Q tout de suite. Et le Zywave, qui est le nom de l'abéromètre Bosch-Lombe, je vous rappelle que lui, il donne des chiffres inversés par rapport à la plupart des abéromètres. La connexion des deux au Ténéo va vous permettre d'utiliser la reconnaissance irienne pour le suivi de l'œil, mais il ne tient pas compte des aberrations. Ce n'est pas un traitement Z-Optics, c'est un traitement proscan asphérique. C'est-à-dire que le traitement est assez simple, finalement, de l'amétropie. Voilà ce que vous a montré Fatih tout à l'heure, donc très rapide, bien sûr. Voilà l'interface. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vous donne un exemple. Vous avez un patient myope de -4, de 55 ans avec une addition de 2, disons. Vous programmez -4 en réfraction du patient. Vous faites un régular. Donc automatiquement, vous avez fait une addition de 2,50. Et en cible, vous dites, je veux que l'œil dominant soit hémétrope, cible 0. Et l'œil dominé, je veux qu'il soit myope de -0,50 pour favoriser la vision de près, parce que ce patient sans lunettes, il voit à 10 cm. Comprenez ça? Vous voulez un autre exemple? +3, 60 ans, cristallin clair, vous ne voulez pas faire de prélex, vous programmez +3, vous faites un régular, parce que vous voulez taper fort à cet âge-là, addition 2,50, et la cible, vous dites, je veux que l'œil dominant sorte à +0,25, et l'œil dominé à -0,25. Et avec ça, vous avez des acuités fantastiques, et ça marche très très bien. Voilà les profils aux différentes valeurs en hypermétropie. Les profils laser, comprenez bien, hein, en hypermétropie, en haut, c'est le profil laser. S'il creuse comme ça, vous avez un téton au centre. Hein. C'est inversé sur la cornée, bien entendu. Et seules les corrections myopiques tiennent compte du facteur Q, de l'ORBSCAN. Et sur le Ténéo, les zones de transition ont été raccourcies. Ça, c'est intéressant. On va le voir tout de suite. Regardez la différence entre le premier laser Technolas 217P pour presbytie et le Ténéo 2 actuel. Il est non seulement plus rapide, mais en plus, les zones ont été rétrécies. Pourquoi? Il vous est sûrement arrivé d'avoir des capots décentrés. Alors, c'est vrai que pour un myope de -3, un capot décentré, c'est pas très grave. Le capot est une lame à face parallèle qui n'a pas de pouvoir optique. Mais l'histoire, c'est que votre laser ne va pas tirer sur le centre du capot, mais sur le centre pupillaire, plutôt sur l'axe visuel. Donc, si vous êtes dans la configuration de droite, on le voit très bien quand on fait le laser, les spots qui sont bleu foncé deviennent bleu ciel quand ils tirent sur l'épithélium. Mais tout tir sur l'épithélium est un tir perdu. Vous ablatez d'épithélium qui va repousser, et à droite, vous avez fait un fer à cheval fortement astigmatogène. Donc très attention pour ces techniques de supracorps, d'avoir des grands capots centrés. Et je vous rappelle, pour ceux qui utilisent l'intralase, le FS60 ou l'IFS 150, que quand vous recentrez votre capot, il rétrécit. Donc vous partez à 9,50, peut-être 9,30 si vous avez fait des bords inversés, et quand vous le décalez, vous pouvez vous retrouver à 9, 8,70.
8,70, vous êtes en dehors de la zone de traitement et vous allez avoir des spots qui vont partir dans la nature. L'ingénieur qui a programmé le laser, il n'a pas pensé que vous alliez pas utiliser les spots qu'il a programmés en périphérie. Donc attention à ça. Alors, régular, addition 2,50, mild, addition 1,70, ce n'est pas une addition de 3. 3 dioptries, c'est pour voir à 33 cm. 33 cm, 1 tiers de mètre. L'inverse de la distance, c'est la dioptrie. Donc l'inverse de 1 tiers, c'est 3. Il faut 3 dioptries pour voir à 33 cm. Je vous le rappelle. Et voilà pourquoi il faut faire une micro-monovision de 0,5 entre les deux yeux. Donc, comme je vous le disais, soit 0 en cible sur l'œil dominant, moins 0,5 sur l'œil dominé, ou plus 0,25, moins 0,25 que je fais chez les hypermétropes. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les résultats. J'ai presque honte de vous montrer ces résultats parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas qu'un traitement multifocal donne des 10 dixièmes. D'ailleurs, je pense que quand je croise des confrères, je ne dis pas que j'ai 10 dixièmes. Là, je vous le montre parce que c'est la vérité. Ça a été une véritable étude. On se dit, comment peuvent-ils avoir 10 dixièmes avec ce petit étang central? P3 parce que j'ose pas mettre P2, mais résultat excellent. Et en myopie, ça marche très très bien. Et donc voilà, je me suis rendu compte que chez l'hypermétrope, il fallait faire en cible plus 0,25 sur l'œil dominant, moins 0,25 sur l'œil dominé. Et chez le myope, je fais cible 0 sur l'œil dominant et moins 0,50 sur l'œil dominé. C'est ce que j'ai trouvé, mais c'est à vous aussi de faire vos essais. Donc voilà les résultats de supracorps myopique. J'espère que vous me croyez. Je fais depuis 2011, donc 6 ans, du supracorps hypermétropique, j'en ai fait plus de 1000. Je peux vous dire, ça marche. Des myopiques, je dois être à une centaine parce que ça fait peur. C'est vrai qu'on a peur d'attaquer le moins 2, addition 2. Et en ce qui concerne les examens, le problème, c'est que les machines, vous voyez l'anneau central de l'Orbscan, c'est lui qui est chargé d'analyser le téton. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Eh bien, il faut programmer sur la machine la kératométrie axiale, parce que vous savez qu'il y a axial, tangentiel. Axial, c'est selon l'axe. Différence entre, en bas à droite, ici, pré-op, post-op. Et donc, ça extériorise le téton. Et on a régulièrement cette image, ce qui est bien avec cette machine, du téton central, qui fait quelques microns. On ne le voit même pas à la lampe à fente, bien entendu, et on le voit très peu sur les topos. Il faut faire une différence entre le pré et le post-op. Et quand vous êtes comme ça, avec le point blanc qui donne l'axe visuel, vous êtes très content. Et vous voyez que c'est à l'apex qu'on est au maximum, et ça descend très vite, et on est dans l'aire pupillaire. Alors, le pentacam est un topographe également. Comme je vous ai dit, il annonce le facteur Q tout de suite. Je vous rappelle que le facteur Q est un facteur d'aspéricité, mais ce n'est pas parce qu'il y a le mot aspéricité que ça serait analysé par un abéromètre. Le facteur Q est un facteur de forme de la cornée. Et voilà l'image du pentacam. Et si on n'a pas compris tout ça, on dit, mais comment puis-je avoir une pyramide de Zernicke avec un topographe alors qu'on nous a expliqué que la pyramide de Zernicke était sur les abéromètres? Non, vous pouvez avoir les aberrations cornéennes par le pentacam avec une décomposition du mathématicien Zernicke. Alors, le facteur Q, les ingénieurs de Bosch et Lomb n'ont pas programmé le facteur Q. Il se trouve que ça négative le facteur Q quand vous faites du supracorps, mais eux, ils ont juste programmé deux courbures, courbure centrale et courbure périphérique de la métropie éventuelle. Et étant donné, quand on sait comment fonctionnent les topographes et qui cherchent le fit de l'ellipse qui colle le mieux à la cornée, vous pensez bien que les topographes se trompent pas mal quand ils cherchent à fitter une cornée pareille. Même chose avec l'abéromètre. Lui aussi, il cherche à... Bon, on voit bien qu'il y a une négativation du Z400 de l'aberration sphérique, et il cherche à fitter le front d'onde, et là aussi, on ne peut pas avoir une confiance énorme. Donc ça fait un peu peur parce qu'on se dit qu'on a du mal à analyser ces patients en post-op. L'OPD-Scan 3 est une bonne machine, je l'ai vu projeter, donc certains l'ont. Vergence, c'est quoi? C'est la puissance dioptrique dans la pupille. Vous avez des cartes comme ceci, et là, quand on voit ça, qu'on voit qu'il y a une myopie centrale, parce que ça marche comme ça, il faut qu'il y ait une myopie pour voir de près, on voit que le bombement a entraîné une petite myopie localisée, et c'est parce que c'est très localisé que ça ne gêne pas la vision de loin. Le secret, il est là, dans la petite zone. Une autre machine qui s'appelle e-Trace, qui combine, vous voyez en bas à droite les disques de Placido, donc un topographe et un abéromètre,
et qui vous donne ce qui s'appelle la depth of focus, le DOF, la profondeur de focalisation objective, c'est-à-dire que vous analysez la cornée assez bien et vous voyez qu'il y a une extension, une EDOF, comme ce que vous entendez de plus en plus avec les implants qui vont être utilisés de plus en plus. Et une dernière machine, l'OCAS, Initial Optical Quality System. Ça, c'est l'OCAS 3. Le premier n'était pas très joli, il était un peu bricolé. Ils ont changé de nom pour l'appeler HDA, HD Analyzer. Donc c'est un abéromètre, celui-là. Double passage, c'est-à-dire qu'il passe 2 fois. Et il vous donne cette PSF qui est extrapolée sur l'OrbScan, là, est mesurée directement. Donc ça vous donne aussi, comme sur l'e-trace tout à l'heure, la plage de pseudo-accommodation. Vous pouvez analyser aussi un implant EDOF. C'est avec les implants, avec cette machine qu'on vous donne les courbes de défocalisation des implants bifocaux, trifocaux, etc. Et vous la reconnaissez en haut à droite. Et pour terminer, moi, j'ai une grande expérience avec le Supracor. J'ai 2 machines. J'ai le Teneo 317 de Bausch & Lomb. À gauche, en rouge, j'ai le Wavelight, mais le 400. Le nouveau s'appelle EX500. 500 Hz, c'est la même vitesse que le Teneo. Donc, j'ai le X500 connecté à un FS200, un femtoseconde. Et pour l'instant, je n'ai pas encore joué avec le Custom Q. Ce que vous avez vu comme animation, c'est des animations réelles par un logiciel qui vous a construit les rayons. On ne s'est pas amusé avec PowerPoint à dire les rayons sont comme ceci. L'animation, le fichier GIF que vous voyez, c'est un fichier qui vient d'un fichier Excel qui calcule les aberrations. Donc, j'ai un ingénieur qui est sur le Custom Q, parce que le Custom Q, ça veut dire que je peux le customiser, le Q. Mais je ne sais pas comment faire. Certains médecins vous disent, moi, je fais de l'isovision. À Nancy, Dr N, qui est un ami, qui travaille très bien. Dr Guénassia, à Nice, va vous parler du Presbycor, un logiciel aussi qui vous explique comment manipuler le facteur Q, puisque rappelez-vous, Q-1, c'est bien, mais shift hypermétropique. Donc, amétropie à corriger. C'est compliqué. Donc, j'ai un ingénieur qui travaille dessus. J'ose pas y toucher. Et donc, s'il arrive à trouver quelque chose, je commencerai peut-être à travailler avec le facteur Q. Donc, pour l'instant, je n'utilise pas le Presbeyond, parce que là, c'est simple. Je n'ai pas le laser MEL 90 de chez Zeiss. Je n'utilise pas le Presbymax de Schwinn, puisque je ne l'ai pas, donc j'utilise ce que j'ai. Il y a ça aussi. Hein. On utilise un peu la machine à laquelle on a accès. Hein. Donc, en Supracor, pour résumer, c'est ma dernière diapositive, et je vous remercie d'avoir écouté gentiment. Retenez bien que le Supracor, c'est double rayon, c'est du réfractif, c'est 2 rayons de courbure, donc 2 zones, avec, très simple, on ne vous a pas dit que vous pouviez faire du +2, vous n'avez pas le choix. En fait, ils ont commencé avec le 2,5 et après, ils ont fait le 1,7. Donc, par défaut, votre machine prend le centre pupillaire. Vous savez que la machine compense la cyclotorsion active. C'est une très bonne machine en X, Y et Z pour la cyclotorsion. Et vous pouvez modifier votre cible réfractive, comme je vous ai dit tout à l'heure, dire je veux que cet œil dominant soit comme ceci, de loin, ou comme ceci, de près. Donc, c'est assez simple. Et alors, c'est une petite boutade, j'aimerais finir comme ça. Oubliez tout ça et appuyez sur la pédale. Voilà, merci. Merci, Dr Rajesh, pour cette excellente conférence. Et y a-t-il des questions dans la salle pour Dr Rajesh? Je pense qu'après cette pluie d'informations, un bon petit café n'est pas de refus. Donc on s'arrête quelque temps pour reprendre à la chirurgie, pour la chirurgie réfractive en direct tout à l'heure vers 10h30. Merci.